L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. En 1959, son premier livre, Goodbye Columbus, et son premier succès, lui valut quasiment d'être mis à l'index par les instances du judaïsme américain et par pas mal de juifs furieux. 10 ans plus tard, l'apparition de Portnoy et son complexe, rebaptisé à votre grande dame La plainte de Portnoy, dans lequel Alexander Portnoy relate honteux à son psychanalyste s'est démêlé avec son schlong, n'arrangea pas sa réputation de juif traître à sa communauté. Un bon juif peut-il parler de masturbation? Philippe Roth n'a pas eu le prix Nobel, ce qui selon vous discrédite de façon définitive le jury de Stockholm. Mais on apprend dans l'hommage que lui rend Josiane Savigno dans Le Monde qu'en 2013, pour ses 80 ans, un extrait de Portnoy a été lu en son absence à la grande synagogue de New York sur la 5e avenue, faisant dire à l'écrivain que tous ses amis, dont vous, décrivent comme facétieux, j'ai gagné. On pourrait penser, au vu des apparences, qu'il a fini par perdre, sauf que Zuckerman et Kerpech, Tarnopol et Portnoy, mais aussi Mick et Sabat, Seymour Levov, Coleman Silk, sans oublier le jeune Philippe, l'enfant de 7 ans qui assiste en 1941 à la victoire de l'antisémite Charles Lindbergh à l'élection présidentielle américaine, eh bien ceux-là sont bien sûr vivants pour l'éternité, à supposer bien sûr qu'il reste des hommes pour aimer la littérature. Alain Finkielkraut et vous, chers auditeurs, vous l'avez compris, la mort de Philippe Roth sera aujourd'hui notre grand sujet. Alain Finkielkraut, peut-être cette discussion me permettra-t-elle de comprendre pourquoi sa mort m'attriste autant alors que je ne l'ai pas connu, mais vous avez aussi perdu un ami. Ici-bas, où les hommes s'assemblent pour s'entendre gémir, où les derniers cheveux tremblent, tristes et gris, où la jeunesse pâlit, devient spectrale et meurt, où le simple penser nous emplit de chagrin. Ces vers magnifiques du poète anglais John Keats servent d'exergue au roman de Philippe Roth, Un homme. Un homme, c'est en anglais everyman, n'importe quel homme, tout un chacun. Ce roman est l'histoire d'un mortel, notre histoire à tous, et le livre s'ouvre sur l'enterrement du héros, dont est racontée ensuite l'histoire singulière, mais qui n'a pas de prénom, puisque c'est Everyman. L'œuvre de Roth est au moins, autant que par le sexe, habitée par la hantise du vieillissement et de la mort. Mort inéluctable, absurde, universelle, aussi atroce que banale, et pour laquelle il n'y a aucune consolation philosophique ou religieuse. Et même d'ailleurs du point de vue du sexe, il est habité par l'impuissance en réalité, donc c'est une forme de la mort. Exactement, exactement. La mort est de Dieu et elle a dévoré son père, dit Canetti. La mort est de Dieu et elle a dévoré son père. Et Gershom Scholem, là où il y avait Dieu, il y a maintenant la mélancolie. J'ajouterais la révolte impuissante et la terreur. Philippe Roth est le grand explorateur de cette mélancolie, de cette terreur, de cette révolte impuissante. Et maintenant... Excusez-moi, la citation s'arrête où, pardon, la citation de Canetti? Là, dans la phrase que vous venez... La mort est de Dieu, oui, et elle a dévoré son père. D'accord, après, ce n'est plus la citation, c'est le commentaire. Après, c'est là où il y avait Dieu, voilà. Il y a maintenant la mélancolie, ça c'est de Gershom. De Gershom Scholem, voilà. D'accord, merci. Donc, Philippe Roth est le grand explorateur de cette mélancolie, de cette terreur, de cette révolte impuissante. Et maintenant, il est mort. Il est everyman, affranchi de l'être, entré dans le nulle part, sans même en avoir conscience, comme il le craignait depuis le début. Ce sont les dernières lignes d'un homme. Pour moi, qui le connaissais, mais aussi pour vous, qui ne le connaissiez pas, pour tous ceux dont il était le compagnon d'existence depuis très longtemps, parfois même la fin des années 60 du XXe siècle, eh bien, pour eux, pour tout cela, c'est un deuil. Nous n'aimions pas nécessairement le monde où nous vivons, mais nous étions heureux et même fiers d'habiter un monde où Philippe Roth était vivant. Nous nous sentions privilégiés d'être ses contemporains
et nous y trouvions, une sorte de réconfort. Son œuvre est là, certes, majestueuse, achevée, et elle ne mourra pas, elle aura des lecteurs tant qu'il y aura des lecteurs. Mais nous sommes un certain nombre qui ne nous résignons pas à parler de lui au passé. Il est dans la bibliothèque et il n'est plus. Ce constat est douloureux, car sa présence sur la Terre ajoutait quelque chose à nos existences. Mais oui, mais de plus, alors que on sait bien que Milan Kundera est aussi âgé, que, si vous voulez, on a le sentiment aussi que les derniers, qu'on assiste peut-être à la fin du monde de l'écrit, à la fin de ce que Régis Debray appelle la graphosphère. Alors on a exprimé la même inquiétude, l'idée qu'il y aurait des lecteurs, il y en aura sans doute toujours. Mais est-ce que malgré tout, nous n'avons pas, comme disent les experts, changé de paradigme? Est-ce que nous n'avons pas changé de monde? Et est-ce que la mort de Philippe Roth n'atteste pas de ce changement? Oui, peut-être, mais d'autres écrivains sont morts récemment, des écrivains importants. Il n'y a pas eu la même émotion, si vous voulez. Et je crois que cette émotion est due au rôle qu'il avait dans nos vies. Cela étant, vous avez raison, nous vivons un changement de paradigme. Il y aura des grands écrivains demain, sans aucun doute, ou en tout cas, on ne peut pas savoir. Chaque chef-d'œuvre relève du miracle. Rien ne peut être prévisible ou attendu en matière culturelle. Cependant, ces écrivains vivront dans la vidéosphère, alors qu'ils viennent, pour parler comme un Fray, de la graphosphère. Donc ils seront en effet des décalés, voire des exilés. Mais les hommages sont presque unanimes. Oui, presque. Ce qui est presque étonnant, sachant que dans le fond, beaucoup de gens devraient au moins détester ce que Roth représente. Voilà. Alors peut-être, je dirais tout à l'heure, ces hommages sont presque unanimes. Il ne faut pas se fier, vous avez raison, à cette unanimité. Elle relève moins de l'admiration que de la récupération. Les endeuillés sincères, je crois, sont minoritaires. Roth est l'ennemi déclaré d'un certain nombre de ceux qui l'encensent. Coleman Silk, le héros de La Tâche de Humenstein, enseigne la littérature ancienne à l'université d'Athéna. Un jour, une étudiante nommée Elena Mitnick vient trouver la présidente du département des humanités, Delphine Roux, une pétulante représentante de la French Theory, si en vogue sur le campus, et Elena Mitnick se plaint auprès d'elle des pièces d'Euripide que Coleman Silk avait inscrites au programme de son cours sur les tragédies grecques. L'étudiante, en effet, juge ces pièces dégradantes pour les femmes. Delphine Roux convoque alors son collègue pour essayer d'arranger les choses. La conciliation est évidemment impossible, ça pète tout de suite. Coleman Silk, ma chère amie, ces pièces, j'ai passé ma vie à les lire, à y réfléchir. Delphine Roux, jamais dans la perspective féministe d'Elena Coleman Silk, ni dans la perspective juive de Moïse, pas même dans la perspective aujourd'hui si à la mode du perspectivisme nietzschéen. Alors, quelques semaines après cet accrochage, éclate l'affaire. Ah oui, c'est ça. Coleman Silk s'est demandé si des étudiants qui n'étaient jamais venus à son cours étaient des êtres vivants ou des spooks, c'est-à-dire des spectres, des fantômes. Le problème, c'est que il est accusé de racisme, parce que les étudiants en question étaient noirs, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, et que dans un sens démodé de spooks, ne veut pas dire seulement fantôme ou spectre, mais nègre. Et les choses se sont aggravées depuis le début du XXIe siècle. Aujourd'hui, Elena Mitnick triomphe dans les universités américaines. Et françaises. Mais oui... Je vais y venir. Pardon. Vous êtes tellement intelligente que vous anticipez à chaque fois ce que j'ai à dire. Non, mais c'est vrai. Alors, sous la surveillance des étudiants garde rouge, les professeurs sont obligés d'actionner un trigger warning, c'est-à-dire une espèce de signal d'alarme, quand ils abordent
euripide, et avec lui, tout auteur susceptible de heurter la sensibilité des femmes, des Noirs, des Indiens, des musulmans, des LGBT, bref, des représentants de l'une ou l'autre des minorités qui composent la diversité humaine. Les white males n'ont qu'à bien se tenir. Et les États-Unis se répandent hors de la frontière. Le politiquement correct est un camembert, très, très, très coulant. Comme l'atteste la dernière sortie très américaine de notre président de la République. Ah oui. Que deux mâles blancs, ne vivant pas dans les quartiers, s'échangent l'un un rapport, l'autre disant « on m'a remis un plan », ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Il ne suffit donc pas de célébrer Roth, encore faut-il accepter d'être lu par lui. Le politiquement correct n'y est pas prêt, il préfère le désamorcer par l'éloge, et pendant ce temps, la catastrophe continue. À noter d'ailleurs qu'ils ont eu à peu près le même sur France Inter. On était très élogieux. On a accueilli avec beaucoup d'honneur James Ellroy, et aussi on a été très élogieux sur Tom Wolfe. C'est un peu dont on pourrait dire aussi la même chose, si vous voulez. Ce ne sont pas des écrivains vraiment progressistes. Je vous laisse poursuivre. Alors comment vous l'expliquez en fait la récupération? C'est-à-dire il y a la mode, il y a le fait quand même qu'il reste quelque chose d'une patrie littéraire en France et que il y a tout. Je pense que la France reste une patrie littéraire. Et peut-être celle-ci vit-elle ces derniers moments, mais Roth a écrit une œuvre immense, et même ceux qui pourraient se sentir visés par sa charge contre la bien-pensance universitaire aiment quelque chose de lui. Et il y a aussi cet indice, après les différentes émissions qui lui ont été consacrées, les librairies ont été littéralement dévalisées. Vous ne trouvez plus la Pléiade de Roth, vous ne trouvez plus les livres de poche, vous ne trouvez plus le Quarto avec sa trilogie américaine. Donc l'appétit pour la littérature en France n'a pas disparu. Mais enfin, en même temps, c'est parce qu'Helena Mitnick occupe le surmoi des jurys de Stockholm que Philippe Roth n'a pas reçu le prix Nobel de littérature. Trop de sexe, et du sexe qui plus est sexiste, tel est le verdict prononcé à l'encontre des deux grands romanciers contemporains, Philippe Roth et Milan Kundera. Kundera, c'est pour les mêmes raisons affichées? Ah oui. Affiché. Oui. En tout cas, Kundera, si vous voulez, l'accusation, l'incrimination est identique. Il est considéré comme un auteur misogyne. C'est très intéressant tout de même que deux auteurs qui sont plutôt des observateurs des tourments de la sexualité dans ce cas-là de tourmenté soient considérés comme misogynes. Et pour claquer une dernière fois la porte au nez de l'auteur de Portnoy, les Scandinaves ont choisi d'honorer l'Amérique en la personne de Bob Dylan. The time they are changing, et pas pour le meilleur. Alors, romancier de la turbulence, de l'exubérance, Philippe Roth accorde en effet à la sexualité une place centrale dans ses romans, mais quand il parle du sexe, le comique n'est jamais loin, notamment dans Portnoy. C'est ce qu'il a en commun avec l'auteur de Risibles Amours, auquel est dédié d'ailleurs, vous l'avez peut-être observé, The Ghostwriter, l'écrivain des ombres. Quant à l'accusation de misogynie, elle témoigne de la grande stupidité idéologique et antilittéraire de notre temps. Roth a dépeint dans Ma vie d'homme une femme monstrueuse. Des critiques comme Viviane Gornick on en déduit que pour lui toutes les femmes étaient monstrueuses, alors que son œuvre abonde en personnages féminins, merveilleux, délicats ou déchirants. Oui, et surtout, chez Roth, si vous voulez, Roth n'est pas du tout, il me semble-t-il, un écrivain de la domination masculine, puisque ses personnages sont en permanence, au contraire, tourmentés, complètement obsédés, habités par les femmes qui fuient. Et je pense à La Bête qui meurt, qui est peut-être qui est moins drôle d'ailleurs, mais... Qui est moins drôle, oui, vous avez raison. Mais alors, attends, un mot quand même, il y a une exception intéressante à l'unanimité,
des médias français, Ah oui, c'est aujourd'hui le journal du dimanche. Pas un mot sur Philippe Roth, et en lieu et place de cet hommage attendu, pas un mot, en lieu et place de cet hommage, un grand entretien avec Annie Ernaux, qui se dit elle-même écrivaine, qui s'est rapprochée des indigènes de la République, et le titre de l'entretien est une phrase qu'elle prononce, une phrase absolument hilarante, qui ferait le bonheur de Nuit debout, de la France insoumise et de l'étudiant américain et de l'étudiant américain moyen. La lutte, c'est la vie. Voilà, donc pour dire que cette exception à l'unanimité est elle-même révélatrice. Mais Alain Finkielkraut, j'espère que vous avez prévu quand même parler de la question juive chez Philippe Roth. Bon, très bien. N'ayez pas peur. Mais d'un autre côté, il n'y a pas que ça. Mais le il n'y a pas que ça, mais il n'y a que 9 minutes en revanche. Voilà, je vous le dis. Alors, le politiquement correct est un gigantesque effort pour redresser le bois tordu de l'humanité. Or, de Stein, la tâche, la souillure, est en chacun, à demeure inhérente, constitutive. C'est ce que fait dire Philippe Roth à l'un de ses personnages féminins les plus singuliers et les plus émouvants, Fonia Farley. C'est pourquoi, ajoute celle-ci, laver cette souillure n'est qu'une plaisanterie, et même une plaisanterie barbare. Le fantasme de la pureté est terrifiant, il est dément. Qu'est-ce que la quête de la purification, sinon une impureté de plus? Ce fantasme anime le persecuting spirit dont Coleman Silk est victime, en voulant se faire passer pour blanc, cet homme que nous aimons sans réserve. Mais justement, donc, vous savez, il veut pas seulement le faire passer pour blanc, il se fait passer pour juif. Oui, il se fait passer pour blanc et pour juif. Mais parce que même en tant que juif, il peut être tranquille. Il veut surtout être un individu. C'est un pionnier du jeu. Mais justement, c'est ça qui est très intéressant et qui fait vraiment de Philippe Roth un romancier et non un militant. En voulant se faire passer pour blanc, cet homme que nous aimons sans réserve a voulu lui-même laver la tâche de sa naissance. Son pari consiste à renaître pur de toute ascendance. Et cette ascèse évoque, à contrario, j'arrive à ce que vous souhaitez, la dernière page de la contre-vie. La circoncision, dit Nathan Zuckerman, affirme sans équivoque que tu es ici et pas là, et aussi que tu es à moi, pas à eux. On n'y échappe pas, tu entres dans l'histoire par mon histoire et par moi. La circoncision est tout ce que la pastorale n'est pas, et à mon avis, elle conforte le sens du monde qui n'est pas celui d'une unité sans conflit. Mark Weissman a écrit dans Le Monde que Philippe Roth était un juif anti-identitaire, cosmopolite et individualiste. Rien de plus faux. Juif anti-identitaire, cette expression n'a strictement aucun sens. Je me suis demandé si elle ne vous était pas destinée. Peut-être. On est soit juif, on est juif pieux, on est juif athée, on est juif de gauche, juif de droite, mais seuls ceux qui sont identitaires sont ceux qui veulent échapper à l'identité. Et c'est très exactement ce que Coleman Silk a voulu faire en décidant de ne plus être soumis à aucun nous. Ironie et même sarcasme de l'histoire, il est devenu raciste pour avoir dit do they exist or are they spooks? Roth lui-même n'a jamais eu l'idée de couper son fil à la patte. Il a interrogé l'identité, le nous dans le jeu. Et cette interrogation permanente fait de lui le plus grand fils de la littérature mondiale. Alexandre Portnoy est un fils. Nathan Zuckerman est un fils. David Kepech est un fils. Marcus Messner, le héros d'Indignation, est un fils. Seymour Levoff, le héros de la pastorale écuménienne, est un père, mais c'est aussi un fils. Le personnage de Lou Levoff est absolument extraordinaire. Roth lui-même paye son tribut à la filialité dans Patrimoine et dans le complot contre l'Amérique. Il installe sa famille telle que très exactement elle fut,
Et elle parla au cœur d'une histoire qui n'a pas eu lieu, l'élection de Charles Lindbergh, l'aviateur sympathisant du nazisme, à la présidence des États-Unis en 1940. Et vous n'avez pas cité Opération Shylock, je suis étonné Voilà, que vous n'ayez vous avez pas raison. cité celui-là. Mais parce que la question du père n'est pas Non, mais la question du double, en revanche. Oui, c'est celle du double. Ouais. Mais la mort dans les romans de Philip Roth, c'est d'abord la mort des parents. Et avec eux, la mort d'un monde, la fin d'un style d'existence qui ne reviendra plus. Identité, en ce sens, alors identitaire en ce sens très précis, Philip Roth n'est pas pour autant un auteur communautaire. Il ne fait pas la publicité du monde juif. Ainsi, comme vous l'avez dit, dès son premier livre, Goodbye Polongus, il a dépeint des juifs pas très recommandable. Il a donc été considéré comme un traître. Enfin, il a dépeint la névrose juive aussi. Oui, si et vous aussi. voulez. Mais il a trahi. Et donc, il a fait de cette querelle l'un des thèmes de l'écrivain des ombres. Nathan Zuckerman, son premier double, a écrit une nouvelle où les Juifs ne sont pas tous à leur avantage. Il n'a pas encore publié. Il l'a fait lire à son père. Son père la lit, inquiet, il la transmet au juge Wapter, chef de la communauté juive de Newark. Celui-ci envoie à Nathan Zuckerman 10 questions. J'en prélève 2. Si tu vivais dans l'Allemagne nazie des années 30, aurais-tu écrit une telle histoire ? Peux-tu honnêtement dire qu'il n'y a rien dans tes nouvelles qui ne puisse réchauffer le cœur d'un Julius Streicher ou d'un Joseph Goebbels ? Et le juge Wapter recommande vivement à l'apprenti romancier d'aller voir l'adaptation à Broadway du journal d'Anne Frank. Nathan Zuckerman ne répond rien. Sa mère s'inquiète. Nathan lui demande alors si elle a lu les 10 questions qui lui ont été envoyées. The Big Three, Mama. Streicher, Goebbels et moi. La mère évoque alors ce qui est arrivé aux Juifs et qui peut leur arriver encore. Réponse fulgurante du fils. Maman, si tu veux voir la souffrance physique infligée aux Juifs de Newark, va au cabinet du chirurgien esthétique et where the girls get their nose fixed, là où les jeunes filles se font refaire le nez. C'est là que coule le sang juif dans le comté d'Essex. Est-ce qu'il n'y a pas une parenté avec le juif imaginaire quand même, tout de même, cher Alain ? C'est incroyable, à chaque fois vous devancez. Mais non, c'est pas incroyable, je vous écoute tout de même. Le prix Nobel du journalisme. Si je n'avais pas lu ce passage, ce roman, peut-être n'aurais-je pas donné forme à l'idée qui s'esquissait en moi de juifs imaginaires. Le deuil pour commencer et pour finir la dette. Mais je voudrais laisser le dernier mot à Henry James, l'un des romanciers tutélaires de Philip Roth, qui décidément ne se laisse pas réduire à la frénésie masturbatoire et pour nous jubilatoire d'Alexandre Portnoy. Mais du théâtre de sabbat, tout de même, on l'oublie. Emmanuel Lenoff, oui, exactement. L'écrivain inspiré de Bernard Malamud, chez lequel se rend déférent et timide le jeune Nathan Zuckerman, affiche sur son bureau cette énigmatique citation de James. Nous travaillons dans les ténèbres, nous faisons ce que nous pouvons, nous donnons ce que nous avons, notre doute est notre passion, et notre passion est notre tâche. Le reste est la folie de l'art. Bien, merci beaucoup Alain Finkielkraut. Après cette belle chute, je ne vous poserai plus de questions sur Philippe Roth, j'en avais encore beaucoup, mais peut-être un dernier mot avant de nous séparer sur la relaxe de Georges Bensoussan, dans le procès que lui a tenté le CCIF et d'autres associations. Donc il avait été relaxé en je sais pas comment dire, enfin en première instance il avait gagné, il a regagné en appel, les associations se pourvoient en cassation, mais tout de même la justice n'a pas cédé. Cela renforce-t-il votre optimisme légendaire? Pour le coup, mon optimisme n'est pas légendaire, mais j'étais confiant. Le jugement, l'arrêt de première instance a été tellement bien motivé et argumenté que je ne voyais pas comment la cour d'appel
pourrait le casser. Elle l'a confirmé, j'en suis heureux, j'en suis soulagé, je voudrais féliciter son avocat, Michel Laval. Je suis heureux moi-même d'avoir pu contribuer à cela en témoignant lors du procès en première instance. Et je vous l'avais dit, ce qui m'avait particulièrement scandalisé, ce n'était pas le persecuting spirit du CCCF et de l'épouvantable Ligue des droits de l'homme, c'était le parquet a fait appel. Et il y aurait aujourd'hui, pour les journalistes et pour les avocats aussi, une enquête à faire sur la dérive du ministère public aujourd'hui en France. Une dérive idéologique extrêmement inquiétante. On ne voudrait pas qu'il devienne une succursale des indigènes de la République. Vous avez raison, et il faut peut-être déjà, avant de savoir si c'est le cas, il faut peut-être, comme vous l'avez dit, enquêter sur cette drôle de réaction du parquet. Voilà. Merci, cher Alain Finkielkraut, d'avoir fait vivre pour nous Philippe Roth, malheureusement trop peu de temps, et j'espère que vous consacrerez un réplique à cet écrivain et dans lequel vous pourrez aussi l'évoquer plus longuement. Je vous souhaite, en attendant, on peut vous lire dans Causeur, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.fo, et on peut aussi lire l'entretien que vous avez donné au Monde sur Philippe Roth. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs. Votre déménagement